Bonjour à tous. Le Global Diwan organise aujourd'hui un nouveau webinar en français, alors que jusqu'à présent nos précédentes éditions étaient en anglais, mais avec le Liban, on a le privilège de pouvoir parler français facilement dans une communauté, j'allais dire, de passion, comme l'a rappelé le président de la République, d'histoire et également de langues communes partagées. Je suis très heureux d'accueillir les participants de ce webinaire en français consacré aux outils, à ce que nous pouvons, nous en France, mais également nos interlocuteurs qui sont connectés, qui viennent d'autres pays, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons entreprendre pour réparer et reconstruire le Liban. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Monin de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste en sciences politiques et en bonne gestion administrative. Je lui laisserai la parole dans un instant. Je voudrais aussi présenter Baki Manesh, qui est un ami de longue date du Global Diwan, qui nous accompagne sur plusieurs événements, qui est avocat franco-iranien, qui est installé à Beyrouth et qui est un spécialiste des partenariat public-privé, donc il aura l'avantage de nous présenter des solutions concrètes. Donc cette première partie sera plutôt politico-économique et dans une deuxième partie du webinaire, je laisserai la parole à Linda Frénois, conservateur de musée, qui connaît bien le Liban et qui aura des suggestions pratiques, des fiches pratiques à partager avec nous pour essayer d'identifier les immenses dégâts culturels qui ont touché les bibliothèques, les musées, mais également les personnes privées à Beyrouth et au Liban. Et nous conclurons avec Laurent Grégoire, qui est un ami de la Bibliothèque orientale de Beyrouth, mais qui suit aussi de très près depuis plusieurs années tout l'enseignement catholique, confessionnel ici au Liban, mais d'une manière plus générale également toutes les écoles françaises qui dispensent de l'enseignement, et je sais qu'il aura à faire appel à notre générosité parce que tous ces écoliers, ces lycéens sont dans une situation financière, familiale, souvent difficile, et on redonnera aussi la parole à ce moment-là au professeur Monin, qui, je crois, a quelques images à partager avec nous sur les dégâts qui ont été occasionnés sur les campus de Beyrouth, et en particulier ceux de l'Université Saint-Joseph. Professeur, vous êtes comment dire, le spécialiste, vous êtes à Beyrouth, mais comme notre ami Baki, d'ailleurs, qui est à Beyrouth. À la date de ce 20 août, est-ce que vous pourriez nous faire un bilan en 10 minutes de la situation libanaise, quelle était avant le drame du 4 août, la situation économico-politique et le bilan qu'on peut faire quelques semaines après, une quinzaine de jours après ces événements fâcheux. Comment vit Beyrouth et comment vous, en tant qu'universitaire, vous approchez ce contexte? Bonjour tout le monde. Merci Monsieur Shell, merci à Global Diwan, merci à Rita de me donner l'occasion de participer à votre webinaire qui est quand même très important pour nous autres vivant au Liban, les Libanais, en ces moments difficiles et où cet élan de solidarité que l'on a noté surtout à partir de la France et des Français, et va droit au cœur de beaucoup de Libanais. Le Liban traverse depuis quand même plusieurs mois une des pires crises économiques et financières de son histoire et une crise politique encore plus grave. Je vous donnerai tout à l'heure quelques indicateurs sur cette crise où le taux de chômage, d'inflation, la dette deviennent intenables. Et la crise a été aggravée par, comme le monde entier, la crise du Covid-19. Et donc, le pays a connu des périodes de confinement de plusieurs mois
À partir de demain matin, à nouveau, nous allons vers 2 semaines de confinement, ce qui aggrave encore la situation économique. Et la double explosion du 4 août est venue dans ce tableau mettre à plat une partie du port de Beyrouth, d'où transitent 80% de nos besoins alimentaires. Donc, aujourd'hui, après cette explosion, Beyrouth, une partie de notre ville est en champ de ruines. Ce qui s'est passé, c'est sans commune mesure avec les épisodes de la guerre, les pires bombardements. Un réel bilan n'a pas encore été dressé. La Banque mondiale mène actuellement, à l'heure où je vous parle, systématiquement un sondage pour se rapprocher le plus possible d'un chiffrage. Mais nous pensons que l'évaluation des dégâts sur plusieurs kilomètres jusqu'à la lointaine banlieue, si l'on prend aussi en compte les pertes indirectes, les pertes des commerces, des entreprises, l'arrêt de ces entreprises, la perte des hôpitaux sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, nous évaluons entre 10 et 15 milliards de dollars. Le président de la République a avancé le chiffre de 15 milliards de dollars. Donc, quand nous voyons cet état de dégâts dans un pays où l'État est en déliquescence totale et les institutions de l'État, la seule solidarité que les Libanais ont vue, c'est celle des Libanais entre eux, c'est celle des jeunes, c'est celle de ces étudiants et de ces enfants qui sont dès le lendemain partis et jusqu'à ce matin aidés à déblayer, à reconstruire, à panser les plaies de ces populations. Alors que la société civile est solidaire de la population libanaise, l'oligarchie politico-financière qui dirige le pays depuis 30 ans et qui a mis en place ce système de corruption généralisée dont on paye le prix aujourd'hui et qui s'est succédé à elle-même, a quasiment disparu des écrans, sauf pour recommencer à négocier leur retour au gouvernement qui est en train d'être, enfin, on espère qu'il va être formé. Cette incarnation de la déliquescence de l'État, cette incompétence de nos dirigeants font que aujourd'hui, nous n'avons aucune confiance dans l'enquête locale qui est menée. Et les Libanais pensent que ce sont que des boucs émissaires, quelques directeurs, quelques fonctionnaires qui vont payer le prix. Et donc, la population libanaise a décidé qu'il y ait un avant 4 août et un après 4 août. On ne peut plus accepter cet état de fait et de corruption généralisée. Cette classe politique, chers amis, cette oligarchie que j'ai appelée politico-financière, qui se succède à elle-même depuis 30 ans, qui dirige le pays dans un système de réseau mafieux, quasi clos, opaque, sans aucune gouvernance, sans aucune transparence. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec 90 milliards de dollars de dette. C'est 170% de notre PIB. Nous nous retrouvons, et je vais en parler, avec 55% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Hier, quand j'avais préparé ces petits mots, j'avais mis 50% de la population. Un nouveau rapport de l'ESCOA, que je vais aborder dans quelques secondes, aujourd'hui place à 55% la population libanaise qui vit sous le seuil de la pauvreté. Nous avons autour de 38 à 40% de la population active au chômage et une inflation, une hyperinflation de 90% qui a accompagné la chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar, qui a reculé autour de 80% de sa valeur. Et donc, c'est pour cela que nous sommes dans une période avant ces explosions
où déjà on était dans des pénuries alimentaires, mais surtout dans la pénurie des équipements médicaux. Et il y avait des appels des hôpitaux pour dire qu'on ne peut plus continuer. Et les biens de consommation, certains biens de consommation avaient disparu parce que le dollar est introuvable sur le marché. Les banques n'ouvrent plus de lettres de crédit. Les correspondants des banques à l'étranger ne facilitent plus le travail des commerçants et de l'importation. C'est la balance commerciale donne une indication de la gravité de la situation. Nous avons un déficit de 16 milliards de dollars. Et donc, le Liban, qui importe 80% de ses besoins, se retrouve facilement dans cette situation quasi catastrophique. Alors, le pays aussi est sous un blocus financier et économique imposé par les États-Unis dans leur conflit avec l'Iran et le Hezbollah. Et donc, les Libanais, la population libanaise se trouve l'otage de ce blocus. L'otage de ce blocus imposé par les Américains, de cette intransigeance des partis politiques locaux et des banques libanaises qui bloquent l'accès des Libanais à leurs avoirs. Et donc, pris entre cette crise économique, ces axes géopolitiques et ces conflits, nous sentons que nous sommes de réels otages dans ce pays. Je vous parlais tout à l'heure du rapport de l'ESCOA, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale. L'ESCOA a révélé hier que le taux de pauvreté a doublé au Liban entre 2019 et 2020. Selon l'ESCOA, donc, 55% de la population libanaise vit désormais dans la pauvreté et peine à subvenir à ses besoins. C'est le double du chiffre de l'année dernière, c'est-à-dire qu'autour de 2,7 millions ou 3 millions de personnes sont considérées comme pauvres et gagnent moins de 14 dollars par jour. Ce qui est grave dans ce chiffre, c'est l'érosion et le risque de disparition de la classe moyenne au Liban. Cette classe sur laquelle le pays s'est construit et sur laquelle le pays a continué à vivre et survivre. Et donc, aujourd'hui, l'ESCOA appelle à une solidarité sociale avec le Liban et les Libanais, d'autant plus qu'il y a de très grandes disparités de richesses. En 2019, 10% des riches libanais possédaient 70% des richesses libanaises. Et donc, c'est pour cela, et j'en profite pour vous dire que l'ESCOA a appelé à mettre sur pied un fonds de solidarité pour faire face à cette crise et à ces transformations, et appelle à des transformations dans la gouvernance des institutions et du pays, pour plus de réformes, pour plus de transparence et plus de responsabilisation. Les besoins aujourd'hui de la population sont énormes, mais pas seulement en nourriture. Hier, j'ai eu l'occasion d'être dans les quartiers de Beyrouth les plus touchés et les populations sont en train de recevoir beaucoup d'aide alimentaire. Et beaucoup disent, on a besoin de nous aider pour reconstruire. On a besoin de vitres, d'aluminium, de béton, de construction, de mains pour venir nous aider. On a besoin de meubles, d'électroménagers qu'on a perdus. Et donc, aujourd'hui, il faut reconsidérer aussi les aides. Il faut aller vers ces populations qui ont besoin de reconstruire et de remeubler pour pouvoir vivre. Parce que j'ai évoqué avec vous rapidement dans la préparation de notre travail les sites historiques qui ont été touchés, ce patrimoine libanais, ces quartiers historiques qui ont été détruits et soufflés. Il faut empêcher les gens de partir de ces quartiers. Il faut les aider à y rester, à reconstruire. Et il faut considérer que 640 bâtiments historiques, selon l'étude du ministère, ont été touchés. Et plus de 60 bâtiments historiques du patrimoine libanais de ces quartiers historiques risquent l'effondrement total.
c'est le quartier de Gemaise et de Mar Mikhaël. Et donc, nous considérons que 8 000 à 10 000 bâtiments ont été touchés. Tout à l'heure, vous allez évoquer les musées. Les musées de Beyrouth ont été touchés de plein fouet. Le musée de Surso, le musée de l'université américaine, le musée national de Beyrouth et le musée de l'université Saint-Joseph. Certains bâtiments sont tellement endommagés qu'ils risquent de s'effondrer. Je signale aussi que les promoteurs immobiliers qui ont peu de scrupules ont commencé à sillonner la région et proposer de racheter ces lots pour reconstruire des tours et des bâtiments qui vont dénaturer notre ville. Comme le projet solidaire a dénaturé une partie de Beyrouth, il y a un grand risque aujourd'hui. Et nous avons appris de ce qui s'est passé dans Solidaire pour qu'on empêche qu'on transforme ces quartiers historiques en quartiers fantômes avec des tours inhumaines et qui s'adressent aux riches. Considérant les hôpitaux, j'en ai pour 2 minutes encore, bien. 50% des établissements hospitaliers ont été touchés. 6 de nos hôpitaux à Beyrouth, des grands hôpitaux, l'Hôpital Dieu de France, l'hôpital Saint-Georges, l'hôpital Jetaoui, l'hôpital Ouardiyé, ou l'hôpital de la Quarantaine, ou l'hôpital Risque, ont été touchés de plein fouet. Notre université, avec son hôpital universitaire, je finirai sur ces 2 points. L'Hôtel Dieu a accueilli plus de 800 blessés le soir même du drame. Et l'Hôtel Dieu a déclenché un plan désastre et ses équipes ont, comme toujours, été engagées depuis la première minute et l'Hôtel Dieu a subi des dégâts à plus de 2 millions de dollars. Malgré ça, ils ont continué à travailler et continuent à travailler sur le trottoir même. Donc aujourd'hui, les bâtiments de l'Université Saint-Joseph que je vais évoquer, qui ont subi des pertes de plus de 2 200 000 dollars. Tous nos bâtiments à l'Université Saint-Joseph ont subi des pertes. Donc, entre l'Hôtel Dieu et l'université et les campus de l'université, nous en avons autour de 4 millions et demi à 5 millions de dollars de pertes. C'est très important et c'est catastrophique car déjà l'université n'a pas accepté de relever ses scolarités. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce premier semestre qui va commencer, l'université continue à compter le dollar à 1 500 livres alors qu'il est autour de 7 000 à 8 000 livres. Nous avons une estimation que pour la rentrée seulement, nous avons besoin de 9 millions de dollars pour subvenir et aider la moitié, un peu moins que la moitié de nos étudiants, 4 500 étudiants qui ne pourront payer leur scolarité. Donc, l'université qui déjà avait un déficit important parce qu'une partie de nos étudiants ne paye pas, parce que ce que j'ai dit sur la chute de la livre libanaise, l'université a refusé de se séparer de qui que ce soit de son personnel, ni de ses enseignants. Au contraire, et a refusé d'interdire à qui que ce soit de ses étudiants qui n'ont pas payé de continuer à venir. Donc cette université, avec sa mission humaniste au Liban, aujourd'hui, a aussi et a surtout besoin de vous. Pour la bibliothèque orientale aussi, que je n'ai pas évoquée, que vous allez évoquer tout à l'heure, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoquée, mais aussi, j'en appelle pour les Libanais et pour notre université, notre hôpital universitaire, aussi à ce que vous soyez près de nous. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques images et puis s'il y a d'autres questions, on pourrait en parler. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, pour ce témoignage de la détresse humaine quotidienne j'allais dire du petit peuple de Beyrouth, mais c'est pas péjoratif, comme vous le dites, le Liban est surtout fait de ses classes moyennes et de la diversité de ses classes moyennes. On va essayer, mais c'est complémentaire de ce que vous venez de dire, et tout à l'heure, je vous réinterrogerai sur les perspectives économiques, le nouveau centre d'intérêt stratégique que
que représente le Liban aujourd'hui dans ce qui se passe dans ce proche Est-Moyen-Orient. On essaiera de faire un peu de prospective et de regarder le rôle qui peut être joué de la place de Beyrouth par la France, mais également par les pays occidentaux à partir de ce pays. Je voudrais donner la parole à Baki Manesh, peut-être justement pour reparler des grandes perspectives macroéconomiques de ce pays qui a énormément d'atouts, qui est un port qui vit des échanges depuis l'époque des Phéniciens, mais qui a de graves problèmes structurels que vous avez évoqués, monsieur le professeur, quand vous avez parlé de mafia et de corruption. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça est passé dans le langage généralement admis par toutes les parties prenantes. C'est pas choquant de le dire. Baki va rentrer un peu dans le détail parce que je lui ai demandé au nom du Global Diwan de nous présenter ce que pourraient être des techniques ou des outils pour reconstruire le pays, pour réparer, pour remettre en place les services publics, en particulier l'électricité, les infrastructures, les déchets. Et je sais que Baki a déjà travaillé depuis longtemps sur ces sujets, mais il va nous en dire beaucoup plus maintenant. Baki, la parole, the floor is yours, comme on dit en anglais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier l'équipe de Global Diwan et les féliciter pour avoir non seulement organisé ce webinaire, mais d'avoir invité le professeur Monin, qui a su, avec, je dirais, beaucoup d'émotions cachées, décrire objectivement la situation que vit aujourd'hui le peuple libanais. Plus que la catastrophe du 4 août, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit et partir de là. Il a parlé de la déliquescence de l'État et des institutions. Vous aurez compris, tout ça a des conséquences. C'est une réalité. Depuis 30 ans, les institutions libanaises sont mises à mal. Il a eu la délicatesse de ne pas trop insister sur tout ce qui se passe d'un point de vue international sur le territoire libanais. Mais tout ça a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a un pays qui, au XXIe siècle, est dans une situation en matière des infrastructures et de services publics qui sont également, du coup, en déliquescence. Il y a une véritable crise des infrastructures qui ne date pas ni de la crise politique de l'année dernière, ni des explosions du 4 août, qui date depuis plusieurs décennies et qui se matérialise avec, aujourd'hui, en 2020, des coupures d'électricité plusieurs fois par jour. Encore une fois, qui n'ont rien à voir avec la catastrophe du 4 août. Vous avez, à côté du problème de l'électricité, le problème des déchets, qui revient un peu comme un serpent de mer, d'année en année. Nous avons suivi ça il y a 3-4 ans. Il y a eu une grave crise qui a pu à peu près se résorber, mais cette crise, en fait, elle est latente et elle existe toujours. Il n'est pas rare de voir des amas d'ordures dans les rues de Beyrouth, c'est assez, je dirais, catastrophique. Il y a le problème de l'eau également, le problème de la distribution de l'eau. Pas tout le territoire libanais aujourd'hui est couvert. D'après les chiffres, on les évalue à peu près à 79%. Donc, au XXIe siècle, on a un pays qui est moderne, mais qui ne peut pas fournir correctement. Et alors, quand on parle aux spécialistes français de la gestion de l'eau, il est incroyable de noter qu'il y a dans le réseau une déperdition de plus de 49% de l'eau potable, je dirais. Là est une véritable possibilité pour les entrepreneurs français, pour l'État français, de venir en aide au-delà, encore une fois, des crises que nous avons connues de manière très forte cette année, rien que cette année. Il y a vraiment une possibilité pour nos entreprises
de venir en aide à la population libanaise. Le professeur a également parlé, vous-même Eric, vous avez parlé d'un système mafieux. J'aime pas beaucoup ce terme, mais ça exprime une réalité. Ça exprime une réalité. Aujourd'hui, l'intérêt privé, ou en tout cas l'intérêt de quelques-uns, prévaut sur l'intérêt général. Et je connais l'Afrique, je connais d'autres pays difficiles, mais c'est encore plus difficile à le voir et à le supporter ici au Liban. Donc, si on revient sur le système de l'électricité, vous avez un problème dans la distribution, dans la production et dans la distribution, qui a des conséquences, puisque le Liban, la population libanaise vit selon un régime de gestion, à côté de l'électricité étatique, une gestion privée à travers des propriétaires de générateurs. Donc, tout ça fait qu'il y a une économie souterraine qui n'est plus tellement souterraine, qui est devenue quasiment pallier la déliquescence des institutions, qui vient rendre vraiment difficile la possibilité de régler les choses, puisqu'il y a une économie, une vraie économie parallèle qui dégage des milliards et qui vit, si vous voulez, de la déliquescence, comme l'a dit le professeur, de l'État et des institutions. Alors, quelles sont les solutions? Nous avons lancé avec mes confrères libanais et français il y a un peu plus d'un an l'association libanaise des PPP sur le modèle des clubs PPP qui existent en France et qui sont là pour promouvoir le système PPP. C'est un peu comme le Global Diwan, c'est un think tank et un do tank. Donc, nous ne sommes pas là pour promouvoir une entreprise par rapport à une autre, même un pays par rapport à un autre. Nous sommes vraiment là pour essayer de promouvoir les besoins de la population libanaise en matière d'infrastructure. Et vous me demandiez, Eric, de souligner un peu l'urgence. À part l'urgence que le professeur a soulignée et que nos amis par la suite nous soulignaient d'un point de vue éducatif, culturel, de la vie de tous les jours, il y a une vraie urgence pour les infrastructures de première nécessité, encore une fois l'électricité, l'eau. Donc, je pense que nous, Français, on a beaucoup à jouer dans ce domaine et ce club, cette association est là pour rapprocher les pouvoirs publics français des pouvoirs publics libanais, les entreprises privées françaises et européennes avec les entreprises libanaises afin de promouvoir. Alors, il y a un an, c'était encore très difficile. Pourquoi? Parce que pour ces questions de corruption, les PPP étaient vus justement comme un système qui ne permettait pas que les choses tournent rond selon la coutume libanaise, si vous voulez, la coutume locale. Beaucoup avaient justement peur et nous demandaient de ne pas insister sur le fait que le mécanisme de PPP permettait beaucoup de transparence, de bonne gestion, Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y a le problème de la corruption, mais il y a aussi un problème de bonne gestion. Si nous sommes dans cette crise d'infrastructure au Liban, c'est aussi, bien sûr, une grande partie à cause de la corruption, mais également une question de bonne gestion. Et là-dessus, les PPP peuvent vraiment apporter beaucoup à la gestion des infrastructures libanaises. PPP, c'est un mécanisme très simple. On ne fait pas ce webinaire pour expliquer les PPP. Rapidement, cela permet de créer autour d'un projet de service public une gestion, comme son nom l'indique, public-privé, avec un financement également largement apporté par le privé. Et à travers le contrat, alors que certains appellent le contrat de concession, d'autres puristes appellent contrat PPP, à travers ce contrat, les pouvoirs publics et le privé étudient tout au long de la négociation le rapport risque pour le contribuable, risque pour l'État, et le coût et l'intérêt que ce mécanisme peut apporter. Moi, je dirais que je préfère sincèrement, pour des services publics de premier ordre, je préfère le système des PPP, qui n'est pas une privatisation. Beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas une privatisation, c'est une gestion privée
d'un service public, mais qui reste dans le domaine public. Et d'ailleurs, la société de gestion sera formée dans les autres pays où ce système existe, de représentants des pouvoirs publics et des représentants du service privé, du secteur privé. Ça permet une bonne gestion. Pourquoi? Parce que le privé apporte sa vision économique de la gestion du service public et les pouvoirs publics sont là pour contrôler qu'il n'y ait pas de dépassement, qu'il n'y ait pas d'exagération, et également à apprendre le service public, à côté des acteurs du secteur privé, apprend à gérer, tels des entrepreneurs privés, le service public. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial, alors qu'il y a un an, on a eu de l'intérêt, mais beaucoup de mal à réunir autour de cette idée. Aujourd'hui, avec la crise politique que le professeur a souligné, la crise financière, bancaire, le Covid et les explosions du 4 août, les PPP deviennent tout d'un coup vraiment une solution que beaucoup de Libanais réclament, je dirais, de tout leur cœur. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais. Un organisme que je voudrais saluer et qui a fait un travail extraordinaire ces 10 dernières années, sous l'impulsion d'un technocrate. Alors, c'est assez drôle parce qu'en Europe, c'est plutôt un mot délicat, technocrate, mais ici au Liban, on les appelle du plus fond de notre cœur. Mais disons les professionnels, Ziad Hayek, qui a été pendant 10 ans à peu près le responsable du Haut Commissariat Privatisation PPP, c'est un organisme qui est rattaché au Premier ministre, au gouvernement, qui a ses bureaux au Grand Sérail, donc l'équivalent de Matignon pour nous, et qui travaille depuis 10 ans, qui a travaillé tout d'abord à la promulgation, à la rédaction et à la promulgation de la première loi PPP au Liban, qui a été votée et promulguée en 2017. J'ai toujours dit, c'est une loi qui fait 7-8 pages, qui a une loi un peu cadre, qui met les grands principes, mais ça a le mérite d'exister. Donc, il y a un an, quand nous avions encore du mal à nous faire entendre, ce que je disais aux acteurs étrangers, c'est que ne regardez pas le Liban comme certains autres pays où il a fallu se battre d'abord pour faire connaître les PPP et ensuite faire voter la loi. Non, le Liban disposait déjà d'un organisme étatique, le ICPP, et qui a par ailleurs permis de voter une loi. Mais cette loi est restée, bien entendu, ineffective. Il y a eu très peu de projets qui ont été réalisés, d'ailleurs pas du tout, selon cette loi. D'ailleurs, Ziad Hayek a démissionné il y a à peu près 1 an et demi, je dirais, pour beaucoup du fait des éléments qu'a souligné le professeur Monin. C'est très difficile quand vous venez du privé, quand vous êtes libanais et que vous venez des États-Unis, de l'Europe, avec vos principes, votre énergie, et que vous voulez travailler avec le système étatique, c'est assez décourageant. Nous-mêmes, après plus d'1 an, c'est vrai que c'est assez difficile, mais on ne baisse pas les bras. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous pensons qu'il y a bien entendu un rapport formidable entre la France et le Liban, et qu'on ne doit pas laisser cette amitié et cette fraternité qui existe juste au niveau des pouvoirs publics, et on doit l'exprimer. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec nos amis. Merci. Merci Baki, c'était très clair. Alors, c'est un apéritif parce qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail, et je pense que nous prendrons ensemble des initiatives cet automne avec nos partenaires habituels, BPI France, avec qui on a déjà animé plusieurs opérations vers des pays de la zone, avec le soutien des ambassades de France, bien entendu, avec la communauté des entrepreneurs français et libanais. J'en profite pour saluer, il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais notre ami Farid Araktingui, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce
franco-libanaise qui est actuellement très mobilisée sur des projets d'aide, et je pense que Laurent nous en parlera tout à l'heure, pour aider également les jeunes étudiants libanais à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Donc Baki Manesh, merci pour cette introduction, c'est ce que j'ai appelé cet apéritif, mais on aura un plat de résistance et je pense, enfin, j'ai dans l'idée de venir cet automne à Beyrouth avec une délégation d'entrepreneurs français intéressés pour avancer un peu plus et en rencontrant bien sûr les hauts commissariats, les autorités publiques et politiques libanaises qui seront en place à ce moment-là pour essayer d'avancer sur ces projets de reconstruction. Merci encore pour avoir participé. Alors, on va rester sur notre même sujet de réparer et reconstruire, et on va glisser doucement vers un sujet plus culturel, plus humaniste, sur l'éducation, mais tout est lié, il ne faut pas le séparer. Comme vous le savez, l'explosion du 4 août à Beyrouth a soufflé un certain nombre de structures, des musées, des bibliothèques, des galeries, des collections privées. Et je voudrais passer la parole maintenant à Linda Frénois, qui va nous expliquer un petit peu les solutions qu'elle propose et le diagnostic qu'elle fait en tant que professionnelle, puisqu'elle est conservateur de musée ici en France. Linda, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, donc, un grand merci à vous, Eric, et puis également à Rita qui m'a permis d'être avec vous aujourd'hui. Deux mots sur la situation. Je vous coupe juste, on a cité 2 fois le nom de Rita. Je sais qu'elle écoute. Rita Haddad est une Libanaise qui travaille dans les milieux diplomatiques à Paris, qui est une amie d'un certain nombre de participants. Et c'est vrai qu'elle nous a permis de mobiliser des bonnes volontés. Donc, je voudrais la remercier aussi, m'associer à vos remerciements. Donc, effectivement, donc moi je suis en France, directrice de musée, conservatrice depuis près d'une vingtaine d'années maintenant, très sensible au musée et à la culture libanaise, puisque en 2017, donc c'est assez récent, mais j'avais participé à un colloque sur la thématique de la coopération culturelle au Sursock Museum. J'ai pu ce matin échanger justement avec la directrice du Sursock Museum, pour faire un point rapide sur la situation, et bien sûr on va le suivre, on va suivre ensemble cette situation dans les prochaines semaines. Il y a 5 musées, plus d'une dizaine de bibliothèques qui ont été touchées à Beyrouth suite donc à la déflagration le 4 août, et également des fondations, des galeries d'art, comme vous l'avez justement rappelé, également énormément de collectionneurs privés qui se retrouvent face à un patrimoine, que ce soit architectural, beaux-arts, mais également musical. On oublie aussi trop facilement les artistes qui sont sur place et qui sont aujourd'hui complètement démunis. Beaucoup d'appels aux dons ont été réalisés. J'en ai comptabilisé, moi, une trentaine uniquement sur le territoire français, entre des associations et puis des instances bien sûr publiques, des musées, des alliances d'ONG également qui ont permis de débloquer des fonds d'urgence. Ce que je souhaitais, moi, surtout aujourd'hui, c'est essayer de dessiner des objectifs concrets. C'est de savoir comment intervenir sur le terrain ou depuis la France concrètement pour aider nos homologues libanais. Suite à l'échange avec Zeina Arida, donc du Sursock Museum ce matin, elle me disait tout simplement qu'elle avait besoin de fiches techniques. Alors, ça m'a confortée dans l'idée justement de finaliser ces fiches, ce que je propose en fait de mettre en ligne, peut-être donc par le Global D1, mais également en donnant mes coordonnées, pour donner en fait les moyens à tout personnel des membres du musée ou des galeries, du monde de l'art, des bibliothèques, pour avoir un support et ensuite
à partir de ce support, analyser les besoins, faire une sorte de petit audit que tout le monde pourrait faire, même s'il n'est pas professionnel des mondes de la culture. Zeyna me parlait tout simplement de matériel de première nécessité pour les œuvres d'art, des brosses de dépoussiérage, ce genre d'objets qui ne coûtent pas des milliers et des cents, mais dont elle est complètement dépourvue aujourd'hui. Donc, il y a un besoin d'urgence, évidemment, de matériel. Moi, je me positionnerais donc vraiment sur un conseil de l'audit. On n'est pas du tout, on n'est pas seul là-dessus. Il y a énormément de conservateurs, de restaurateurs ou de conseillers, de consultants en conservation qui sont en France et même à l'étranger qui sont prêts à aider. Donc, vraiment là, une aide concrète aussi en tant que conseiller. Et puis j'en appelle à vous tous qui nous écoutez et au sein du Global Diwan pour avoir des aides aussi tout simplement par rapport au transport. Parce que si on arrive sur le territoire français, par exemple, à fédérer des actions locales avec les associations de musées, par exemple, pour avoir du matériel, c'est comment pouvoir les transmettre, comment pouvoir les envoyer ou envoyer des fonds pour pouvoir fournir donc, le matériel nécessaire à nos homologues. Donc voilà, donc j'en appelle tout simplement à des prises de contact également directes sur place, des intermédiaires. Zeyna Arida va me mettre en contact avec des collectionneurs privés, mais on a tous, à titre personnel aussi, un réseau. Donc c'est ce réseau qu'il faut bouger. Pour rebondir également sur les dégâts du patrimoine architectural qui sont colossaux, il y a des opérations des architectes bénévoles qui rendent également sur place, gérés bien sûr par des associations ou des antennes, des ONG plutôt liées à la culture. Donc il y a des choses qui sont faites, qui sont programmées, mais là aussi on peut très bien se positionner avec l'aide donc du Global Diwan pour fédérer toutes les questions et être un élément ressource. Je crois savoir qu'il y a Zeyna Kayali également qui nous écoute donc de l'UNESCO. Donc, bien sûr, tous les contacts sont les bienvenus et voilà, en tant que conservatrice, très, très envie de... Merci Linda. Alors, ce que je peux dire au nom du Global Diwan, c'est que bien entendu, à l'issue de ce webinaire, tous les participants inscrits, on est presque une cinquantaine là, à suivre ce webinaire, recevront les fiches techniques que vous aurez préparées et qui vont permettre aux professionnels de mieux diagnostiquer ce qui se passe, évaluer les dégâts, voir les solutions techniques qui s'imposent. Et nous lancerons également aux participants de notre webinaire un appel à solidarité en leur donnant des contacts d'un certain nombre de grandes fondations ou d'institutions ou d'organisations caritatives qui sont en train de concentrer l'aide reçue pour le Liban et dont on peut être assuré que cette aide ira directement aux populations libanaises ou aux institutions libanaises concernées. Merci Linda. Je crois que vous avez dû avoir des petits problèmes de connexion. Excusez-moi, j'ai eu juste une coupure de connexion au mauvais Voilà. moment. Bon, il n'y a pas qu'au Liban qu'il y a des coupures d'électricité. Alors, il y en a également en France. Je voudrais, ça c'est un petit trait d'humour pour nos amis qui sont à Beyrouth. Merci encore Linda. Alors, sur un sujet qui est très connexe, qui est celui de l'éducation, de l'enseignement et quelque part aussi d'une certaine forme de présence française ou francophone au Liban par l'enseignement, je voudrais laisser la parole à Laurent Grégoire, qui connaît bien ce pays, qui est un ami du Liban, un ami fidèle du Liban. Laurent, vous avez la parole. Merci beaucoup, Eric. Je voudrais aborder brièvement deux points. Le premier sur la Bibliothèque orientale de Beyrouth, dont vous avez rappelé ce que nous partageons ensemble, Eric. Nous sommes des amis de cette bibliothèque orientale
et puis ensuite la situation globalement des écoles au Liban, déjà avant le 4 août et maintenant après la catastrophe. Un mot donc sur la bibliothèque orientale de Beyrouth. Je rappelle qu'elle a été fondée en 1875, donc au même moment que l'Université Saint-Joseph. La BO, comme on l'appelle, appartient aux pères jésuites, mais par convention, elle est gérée par l'USJ, l'Université Saint-Joseph. Elle est située à Mar Michael, donc rue de l'Université Saint-Joseph, juste à côté de l'église Saint-Joseph. Elle rassemble aujourd'hui plus de 250 000 ouvrages, 1800 périodiques, 3500 manuscrits, dont certains uniques, très anciens, une cartothèque, là aussi unique au Proche-Orient, de plus de 2000 cartes, une collection presque complète des journaux arabes depuis le début de la presse écrite arabe. Et puis, par ailleurs, elle dispose d'une photothèque exceptionnelle de 70 000 clichés. D'importants travaux de numérisation sont en cours au sein de cette BO qui, bien entendu, est ouverte principalement aux chercheurs. Alors, qu'en est-il avec la catastrophe du 4 août? Les structures du bâtiment actuel qui a été construit en 1936 ne semblent heureusement pas avoir été endommagées, ni les documents qui sont bien à l'abri. Cependant, la chambre froide de la photothèque a une cloison qui a été détériorée, ce qui est inquiétant pour la bonne conservation des archives photographiques. Comme tous les bâtiments de ce quartier, toutes les portes et fenêtres ont volé en éclats, un certain nombre de dégâts dans les plafonds, vitrines, stores, l'ascenseur, les installations de l'amphithéâtre, etc. Une première estimation du coût de ces réparations est de 250 000 $. Ceci se rajoute à tout ce que le professeur Monin a déjà dit pour l'Université Saint-Joseph. Et notre association des Amis de la BO fera un appel pour contribuer à ces réparations. Alors maintenant, à propos des écoles du Liban, quelques rappels. Il y a environ 1 million de jeunes scolarisés au Liban dans près de 4000 écoles. L'enseignement au Liban est 30% public, 70% privé, les écoles privées étant en grande partie confessionnelles. Je rappelle que l'État ne participe pas au financement des écoles privées, à l'exception des écoles semi-gratuites pour lesquelles il est censé verser 50% des frais de scolarité, ainsi qu'un soutien aux écoles techniques. Les écoles semi-gratuites sont uniquement des écoles primaires dans des milieux défavorisés. Alors d'abord, il faut, comme l'ont fait mes prédécesseurs, rappeler déjà la situation avant même le 4 août. Depuis 1 an, les écoles, principalement les écoles privées, sont, à cause de la situation économique et financière, dans une situation chaque jour un peu plus critique. Et ceci pour 3 raisons principales. La première fut les nombreuses fermetures de ces écoles durant l'année scolaire 2019-2020, dues à la situation politique, aux manifestations populaires et évidemment depuis 6 mois avec la pandémie. Deuxième raison, la situation économique des familles, dont une grande partie n'ont pas pu payer la scolarité en raison de leur situation économique. Enfin, troisième raison, le fait que l'État n'a pas payé sa quote-part aux écoles semi-gratuites et écoles techniques depuis 5 ans. Fin avril, le secrétaire général de l'enseignement catholique, le père Boutros Hazar, que je salue car je sais qu'il suit notre webinaire, a ainsi déclaré dans une lettre ouverte au président de la République que 80% des écoles catholiques risquaient de fermer
face à l'importance de leur déficit et de leur dette. Il y avait 330 écoles catholiques qui scolarisent 18% des élèves au Liban. Pour les écoles musulmanes, dans les réseaux Maqassed et Mabarat, je cite ce que l'on peut lire dans un article de l'Orient le Jour vendredi dernier. Je cite, « La situation est tout aussi critique. Depuis juin, malheureusement, certaines écoles ont effectivement déjà fermé. Un certain nombre d'enseignants ont été licenciés. Il n'y a pas de chiffre officiel, on parle d'au moins 10%. Et beaucoup d'enseignants n'ont reçu ces derniers mois qu'une partie de leur salaire. Je rappelle que face à cette situation, le gouvernement français, il y a 3 semaines, a annoncé une aide de 15 millions d'euros pour la cinquantaine d'écoles conventionnées et homologuées par la France, une trentaine environ d'écoles catholiques. Cette aide permettra à cette cinquantaine d'écoles homologuées d'assurer la poursuite de l'enseignement. Maintenant, après la catastrophe du 4 août, selon une première estimation de l'UNESCO, environ 150 écoles ont subi des dommages, certaines très importants, d'autres moins, ce qui concerne plus de 60 000 élèves. Pour les écoles les plus touchées, il est clair que la rentrée ne pourra pas se faire rapidement. À l'instant, pendant le début du webinaire, le père Hazard m'indiquait qu'une première estimation pour l'enseignement catholique montre que 52 écoles ont été touchées et qu'un premier chiffrage porte sur 12,5 millions de dollars pour les dégâts directs. Il y a évidemment ensuite un certain nombre de coûts indirects. De toute façon, soyons clairs, en raison de la pandémie et de la situation générale du Liban à l'heure actuelle, la rentrée des écoles, prévue là en septembre, est extrêmement problématique. Je rappelle qu'un projet de loi avait été élaboré par le gouvernement pour une aide exceptionnelle et rapide aux écoles de 500 milliards de livres libanaises, mais comme beaucoup d'autres choses, le Parlement ne l'a pas voté. Du fait de cette situation déjà critique et de la catastrophe du 4 août, là je vais être un peu plus positif, beaucoup d'initiatives ont été prises dans de nombreux pays pour aider les écoles et notamment celles les plus en difficulté, soit directement les écoles, soit pour allouer des bourses pour les enfants dont les parents ne peuvent pas payer la scolarité. On peut noter, ce fut la première initiative, une aide exceptionnelle du Vatican pour les écoles catholiques, mais ensuite beaucoup d'autres initiatives publiques et privées ont été prises. Et dans le privé, je rappellerai ce que fait l'œuvre d'Orient, ainsi que plus récemment le fonds de dotation France-Liban qu'a créé Farid Araktiji, dont Eric Schell a parlé tout à l'heure, le secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise. Toutes ces initiatives portent sur la collecte et l'envoi de fonds, mais aussi le développement de partenariats entre écoles libanaises et écoles d'autres pays, notamment la France. Également l'aide à l'achat des livres scolaires pour la prochaine rentrée, etc. J'indique par ailleurs qu'on peut raisonnablement espérer que l'accord financier avec le FMI, qui devra bien arriver un jour, pourrait obliger le gouvernement libanais à soutenir, en même temps que mettre de l'ordre dans l'électricité, de soutenir également en priorité l'enseignement. Et je peux indiquer qu'un certain nombre de personnes œuvrent actuellement dans ce sens auprès des négociateurs pour ce futur accord du FMI.
Enfin, j'indiquerai qu'un certain nombre des écoles d'enseignement secondaire, mais bien sûr aussi les établissements d'enseignement supérieur, peut-être le professeur Monin pourra le confirmer, se tournent de plus en plus face à cette situation vers l'enseignement à distance. Malheureusement, celui-ci est rendu difficile par les carences en télécommunications et accès à Internet au Liban. En conclusion, je rappellerai juste que l'enseignement et l'apprentissage du vivre ensemble dans les écoles ont été fondamentales, sont fondamentales pour ce qui fait du Liban un pays message, comme l'avait dit Jean-Paul II. Est-ce que ceci va continuer si la situation actuelle continue et perdure? Je vous remercie. Merci Laurent pour cette profession de foi dans tous les sens du terme. Mais je sais qu'on va regarder ensemble avec le Global Diwan et vous la manière dont on pourrait peut-être offrir des abonnements numériques à un certain nombre d'établissements. Il faudra qu'on regarde ça un peu plus près. On en reparlera avec Pascal Monin, voir si également notre générosité ne pourrait pas être orientée vers cette offre. Aujourd'hui, les supports papier sont certes importants, mais comme vous parliez d'enseignement à distance, il y a également toute cette presse que l'on peut lire, y compris quand elle est scientifique, par des moyens numériques. Nous en reparlerons. Je vais redonner la parole au professeur Monin, à la fois pour qu'il nous montre quelques images des dégâts sur le campus de l'Université Saint-Joseph. Je voudrais également saisir au bon ce qu'évoquait Laurent lorsqu'il parlait de l'accord du FMI. Est-ce que, professeur, vous pourriez nous dire quelques mots sur, j'allais dire, plus les perspectives internationales du Liban aujourd'hui, la conférence du Cèdre, l'aide internationale qui est conditionnée à un certain nombre de réformes, peut-être sans faire de politique politicienne, également nous parler des prochaines élections législatives et la manière dont vous voyez évoluer ce cadre politique. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais au Liban au moment des élections municipales et il y avait un mouvement d'enthousiasme, c'était les dernières ou les avant-dernières, parce que beaucoup de jeunes avaient pris des responsabilités, s'étaient fait élire dans des communes. Est-ce qu'on va avoir pour les élections législatives prochaines ce même renouvellement de la classe politique libanaise qu'on peut espérer? Oui. Alors, beaucoup de questions. Concernant le FMI, le gouvernement démissionnaire n'a pas réussi à mettre en place et continuer et poursuivre un dialogue constructif pour arriver à un accord pour que le FMI vienne en aide au Liban et pour débloquer les aides décidées et les projets à Cèdre et les projets et les aides que on nous avait promis à Cèdre étaient conditionnés par des réformes, dont la réforme que Maître Manèche a évoquée sur certaines infrastructures, ne serait-ce que l'électricité. Et donc, nous avons été incapables, le pays, le gouvernement, les responsables ont été incapables d'aller vers la moindre des réformes pour commencer à débloquer ces accords Cèdre. Arrivé à l'effondrement que l'on a témoigné depuis le mois d'octobre, le gouvernement était incapable de présenter au FMI ni les responsables libanais des chiffres uniques, par exemple, sur la situation et l'état de nos finances. Donc, il y avait les chiffres du Parlement libanais officiel que le Parlement libanais voulait présenter, les chiffres du gouvernement libanais, les chiffres du secteur bancaire et de la Banque centrale. Donc, nous sommes à un point mort. Aujourd'hui, bien avant la démission du gouvernement, les négociations s'étaient arrêtées. Donc, aujourd'hui, nous devons aller très vite vers la formation d'un gouvernement pour au moins
commencer à empêcher l'effondrement total du pays et commencer ces négociations parce que la communauté internationale conditionne toute aide pour la reconstruction de nos finances et de notre économie par des réformes et que ces réformes devraient passer par un nouveau gouvernement. Donc aujourd'hui, ce que je n'ai pas évoqué, mais je voudrais attirer l'attention de vous tous et des participants, c'est que ce tableau noir que j'ai dressé est encore moins noir que ce qui nous attend dans quelques semaines, car la Banque centrale libanaise continue à soutenir certaines denrées et à soutenir certaines importations comme le fioul, le gaz, l'essence, les médicaments et le blé. Si ces réserves de la Banque centrale continuent à disparaître, à un moment donné, nous ne pourrions plus nous déplacer sans payer 4 à 5 fois plus, les médicaments vont coûter 4 à 10 fois plus, etc. Donc, il y a une situation d'urgence que les responsables libanais aujourd'hui doivent prendre conscience après cette explosion qu'il faut aller vers un gouvernement d'indépendants pour que ce gouvernement puisse remettre ces négociations avec le FMI, décider des réformes et par rapport à votre question sur les élections, bien sûr, le Parlement actuel élu en mai 2018 ne représente plus, disons, une partie de la population libanaise. Et donc, il faudrait à un moment réfléchir à des élections anticipées, mais à condition d'essayer de revoir certaines règles de cette loi électorale. Sinon, si nous allons trop vite aujourd'hui vers des élections anticipées, on risque de voir réélire avec quelques différences les mêmes. Donc, il faudrait d'abord un gouvernement d'indépendants avec le pouvoir de légiférer pour aller très vite vers les réformes que la communauté internationale nous impose pour la reconstruction de nos institutions et pour mettre sur les rails notre économie, et en même temps revoir la loi électorale pour aller à des élections anticipées. Il faut aller étape par étape, il ne faut pas devancer les choses. Donc je pense aujourd'hui la priorité à un gouvernement de non corrompus, d'indépendants, qui puissent mettre sur les rails la reconstruction du pays. Maître Manèche a évoqué Ziad Hayek. Il y a des dizaines de Ziad Hayek, des gens honnêtes qui connaissent ce qu'il faut faire, qui connaissent aussi ce dont le pays a besoin et qui ne recherchent que leur intérêt, pas leurs intérêts, mais l'intérêt du pays. Donc voilà ce vers quoi la communauté internationale et nous tous, la société civile libanaise, doit pousser aujourd'hui très vite à un gouvernement. Sinon, le pays va aller pas vers l'effondrement, seulement vers l'effondrement total. Merci. Je vous montre quelques photos. Oui, les cartes, s'il vous plaît. Oui. Alors voilà, ce que vous voyez là, c'est le Grand Beyrouth. C'est ici, l'explosion a eu lieu là. C'est nos campus de Beyrouth, l'Hôtel Dieu de France et surtout le campus qu'a évoqué notre ami le professeur Grégoire, qui est le campus de l'école des ingénieurs, qui a été le deuxième campus le plus touché par l'explosion qui est arrivée là. Donc, nous avons nos campus de Beyrouth qui ont été beaucoup touchés, mais le deuxième le plus touché, imaginez-vous, est ce campus. Donc, voici quelques photos des destructions qu'a subi nos différents campus à Beyrouth et le campus de l'école des ingénieurs. Vraiment, il y en a avec l'Hôtel Dieu autour de 5 millions de dollars, sans parler peut-être du poids psychologique de ceux qui ont subi les explosions. Je parle que de nos campus et de l'Hôtel Dieu. Voilà un peu l'état de notre université, l'état de nos campus. Nous tenons à tout reconstruire. Jamais l'université Saint-Joseph n'a renoncé, même au pire moment de la guerre,
à rester au milieu de la population et à continuer sa mission. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est pas seulement reconstruire ce qu'on a subi comme au moment de la guerre, c'est qu'il y a cette crise économique, c'est qu'il y a cette crise politique, cette crise sociale, et il y a les effets de ces explosions qui ont dévasté une partie de nos campus. Je voudrais aussi vous montrer, voici un peu l'état de nos campus, mais je voudrais aussi vous montrer une photo d'un de nos photographes, parce que j'ai parlé de notre patrimoine. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez, est-ce que ça se voit Voilà, ça c'est le patrimoine que j'ai évoqué au début et qui est remis en cause, pour lequel on a peur de le dénaturer, pour lequel on a peur que des promoteurs immobiliers viennent acheter et construire des tours et dénaturer cette partie de Beyrouth. C'est ce photographe qui s'appelle Rami Rizq qui a pris ces photos. C'est l'église Saint-Antoine de Padoue, de ce quartier de Gemaizé, et c'est ce qui reste en face du port. Je tenais à vous montrer un peu cela, mais aussi à vous dire qu'on a beaucoup d'espérance, qu'on garde l'espoir, et on a cette espérance que le professeur Grégoire évoquait tout à l'heure, Jean-Paul II, que aussi on pense à ce pays mission et on tient à reconstruire et on compte beaucoup sur l'aide de nos amis, dont nos amis français. Merci, monsieur le professeur. Tout à l'heure, quand vous avez montré la carte du Grand Beyrouth, j'ai vu apparaître le nom du quartier de Bourj Hamoud, Oui. Le quartier arménien, historiquement le quartier arménien de Beyrouth. Je sais que nos amis de la Fondation Bogossian ont aussi lancé un certain nombre d'initiatives pour eux aussi réparer, restaurer les écoles que la famille et la Fondation soutiennent. Et je voudrais rappeler à cette occasion, pour les remercier une nouvelle fois, qu'ils sont à l'origine d'un don important qui a été fait il y a 3 ou 4 ans pour maintenir les archives de la photothèque de la bibliothèque orientale de Beyrouth, parce que les pères jésuites avaient été de grands spécialistes de photographie et avaient surtout pris des clichés exceptionnels autour de Beyrouth et jusqu'en Syrie, des camps de réfugiés arméniens dans les années 20, 25, et donc grâce à la famille Bogossian, grâce à la Fondation, ces clichés sont préservés, font maintenant partie du patrimoine qu'on peut voir et j'espère qu'on pourra revoir très vite dans les locaux de la Bibliothèque orientale. J'ai vu passer, pour conclure, une question d'un participant qui nous demandait comment apporter une aide concrète lorsqu'on est en France, de la vaisselle, des livres, de l'électroménager. Là, je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'il faut plutôt s'adresser à la Croix-Rouge? Est-ce qu'il faut proposer ça à l'œuvre d'Orient? Quel vous semble être le réceptacle le plus efficace pour faire transporter ces dons vers le Liban aujourd'hui? Professeur, peut-être, oui, s'il vous plaît. La Croix-Rouge est parmi l'association qui gère le plus aujourd'hui les aides internationales. Il y a au Quai d'Orsay une cellule de crise, la cellule de crise du Quai d'Orsay, qui est en train de gérer et de diriger lorsqu'il y a des aides de ce genre aussi. Donc, on peut demander par la cellule de crise ou contacter directement la Croix-Rouge. Par contre, par rapport aux aides pour les écoles catholiques ou pour l'Université Saint-Joseph, nous avons, et on transmettra par vous, M. Schell, et par Global Diwan, ce qu'on appelle la Fondation USJ, la Fondation Université Saint-Joseph, qui reçoit les aides financières directement ou qui peut gérer aussi par nos bureaux à Paris les aides matérielles. Très bien. Laurent, peut-être redire aussi un mot du fonds de dotation qu'a créé Farid
fonds de dotation franco-libanais. Oui, je pense que nous transmettrons effectivement à l'ensemble des participants les sites où l'on peut participer. Et donc, entre autres, celui qu'a créé Farid, le secrétaire général de la Chambre de commerce franco-libanaise, fonds de dotation France-Liban, où l'on peut effectivement affecter des fonds, et comme c'est en France, pour les Français, avoir des reçus fiscaux, soit d'une façon générale, soit affectés, notamment à l'heure actuelle, à l'une des écoles qui a beaucoup souffert de l'explosion. J'indique également que notamment l'œuvre d'Orient, mais aussi la Croix-Rouge en France et d'autres, ont ouvert des comptes. On trouve tout cela effectivement sur des sites Internet. Bien sûr, l'envoi de produits peut être utile, mais clairement, évidemment, aujourd'hui, la priorité doit être des soutiens financiers. Et il est clair, tout le monde a insisté, qui n'aille pas auprès du gouvernement libanais, bien sûr, mais auprès des ONG reconnues. On vient d'en citer quelques-unes. Et je pense, Eric, qu'on transmettra ces informations aux participants. Je vois également... Il y a une seule institution encore qui recueille la confiance des Libanais et de la communauté internationale, c'est l'armée libanaise, et la France passe par l'armée libanaise, c'est-à-dire que l'interlocuteur privilégié des aides qui sont en train d'arriver au port de Beyrouth ou à l'aéroport de Beyrouth passe par l'armée libanaise, par une collaboration entre la France et l'armée libanaise aussi. Merci. Dans les messages que nous recevons également, je le note, enfin je partage avec vous, les anciens de Jamour en France et en Europe, qui sont une association, la JFE, vont organiser un concert levé de fonds le dimanche 4 octobre dans la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris, rue d'Ulm. Donc là aussi, notez-le. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous sommes tous, pour des raisons diverses, très proches du Liban. Et on va essayer, on va le faire avec plaisir, en tout cas, vous aider, mais également vous aider positivement, pas uniquement en envoyant de l'argent, des dons. On sait que c'est important, mais ce pays est à reconstruire. Je pense qu'il y a des initiatives au-delà de Beyrouth à prendre en matière de solidarité, en matière économique. Le Global Diwan s'y associera, et je sais que toutes les bonnes volontés qui se sont exprimées aujourd'hui seront également à cœur de continuer leur soutien à ce pays. Je crois que plus que jamais, le Liban a une importance géostratégique dans cette Méditerranée, entre ce Moyen-Orient et par les liens historiques et culturels qu'elle entretient avec la France, mais également avec toute l'Europe. On ne l'a pas mentionné, mais il y a un pays qui est également très proche du Liban, c'est l'Italie. Les Italiens sont aussi très, très présents à Beyrouth et dans la vie libanaise. Donc voilà, c'est un message d'espoir qu'on essaye de lancer aujourd'hui. Et bien entendu, on vous tiendra au courant d'abord par un mail à tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé. Vous aurez un certain nombre d'abord les fiches techniques de Linda sur la partie culturelle et puis un certain nombre d'informations pratiques sur des initiatives qui seront prises. Voilà, écoutez, un grand merci à tous et j'espère à très vite pour de prochaines étapes pour continuer à s'intéresser au Liban à travers nos activités du Global Diwan qui, bien sûr, couvrent toute la zone du Proche, du Moyen-Orient et du Maghreb. Merci à tous et à très vite. Au revoir.
et bon courage. Merci beaucoup.